Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo différente de ce que je fais sur la chaîne, puisque on va parler du lexique en crypto. C'est la première vidéo qui va commencer toute une série qui va être dédiée à la formation au trading sur les crypto-monnaies. Et naturellement, on commence en fait par un petit lexique de ce qu'on peut avoir dans le monde des cryptos, puisque celui-ci est assez vaste et comme c'est un domaine où il y a beaucoup de vocabulaire extrêmement spécifique, on peut très facilement se perdre quand on est débutant dans ce milieu-là. Surtout qu'en plus, comme il y a différentes branches dans les crypto-monnaies, c'est d'autant plus de mots de vocabulaire qui se rajoutent, et dès qu'on traîne un petit peu dans la cryptosphère, on peut vite être perdu. Donc cette vidéo est là pour pallier à ça. Alors, il y a à peu près une soixantaine de mots, un petit peu plus. J'ai décidé de les diviser en trois catégories. La première catégorie, ça va être tout ce qui concerne le lexique général de la crypto-monnaie. Le deuxième, ça va être tous les mots qui sont relatifs à la finance décentralisée, j'ai appelé ça comme ça. C'est des mots qu'on retrouve vraiment dans ce milieu-là, pas forcément dans les autres, mais c'est bien de les connaître parce que même si on fait que du trading, on est forcément confronté à des discussions qui utilisent ces mots-là. Et en dernière partie, c'est tous les mots qui sont vraiment spécifiques au trading, qu'on entend en permanence, parce que là, là aussi, au moment où on fait que du trading, en fait, on parle que avec à des mots spécifiques. Alors, au moment où on est plongé dedans en permanence, on se rend pas forcément compte, mais pour un néophyte, ça doit être absolument terrible. Donc voilà, trois grandes parties. Et puis écoutez, eh ben on va commencer maintenant. Alors, on commence. Donc, les mots seront affichés en haut à droite. Et puis, petite image, petite description, puis on va y aller comme ça. Alors, le premier mot que je voulais aborder, c'est la blockchain. C'est un mot que vous allez entendre en permanence. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement en fait la technologie qui est à la base de tout l'univers des cryptos. C'est quelque chose d'assez technique. Alors, il y a énormément de vidéos qui sont là pour expliquer tout ce que c'est. Je vous invite à faire vos propres recherches dessus. Il y a beaucoup de choses à dire. Euh, Très vulgairement, c'est un registre distribué. Voilà. Mais il y a vraiment des mecs qui ont fait des vidéos absolument exceptionnelles sur le sujet. Mais voilà, c'est le mot de base qu'il faut connaître absolument. Deuxième mot, alors BTC, ETH, XRP, etc. En fait, ça désigne surtout à des abréviations. Quand vous êtes dans ce milieu-là, il y a un nombre de monnaies, de crypto-monnaies qui est absolument démentiel. Et pour tout un petit nom, et en fait, il y a également leurs abréviations qu'on trouve souvent quand on traîne sur des plateformes pour les échanger. Alors, autant il y en a, c'est relativement simple de les reconnaître, hein. Par exemple, le Bitcoin qui devient BTC, l'Ethereum qui devient ETH. Mais il y en a d'autres, c'est un petit peu plus compliqué et c'est des fois difficile de s'y repérer. Par exemple, voilà, vous avez le Ripple qu'on appelle le XRP. Donc, quand vous savez pas, bah vous savez pas. Donc, il faut bien faire attention à ça. Et bon, ça, c'est du vocabulaire qui vient au fur et à mesure, hein. Comme il y en a vraiment plein, je ne veux pas une liste avec à tout ce qu'il y a. C'est plus vous traînerez dans le monde de la crypto, plus vous reconnaîtrez à ce genre de choses. Et quand vous faites simplement du trading, il y a des noms de coins que vous connaissez simplement par leur abréviation. Alors maintenant, Satoshi. Satoshi, c'est plus pour la culture en fait, mais je le trouve extrêmement important. Alors ça désigne deux choses. Premièrement, c'est le prénom de la personne, de l'entité, du groupe que l'on nomme, enfin oui, que l'on nomme Satoshi Nakamoto, qui désigne le créateur du Bitcoin. Alors comme je dis, ça peut être un groupe, une entité, une personne, en fait on n'en sait encore rien. Il y a beaucoup de vidéos hyper intéressantes là-dessus, sur un peu le mystère du créateur du Bitcoin et des cryptos. C'est pas du tout le sujet de cette vidéo, mais bon voilà, je vous mets une image de... Alors le mec qui a fait chier, je crois qu'il s'appelle Dorian Nakamoto. Et alors un Satoshi, c'est également une unité de mesure qui est la plus petite unité de mesure du Bitcoin. Donc voilà, c'est 8 zéros après la virgule et 1 BTC. Voilà. Troisième mot, un exchange, hyper important aussi. J'aurais pu le mettre dans le trading celui-là, mais bon. Alors, c'est des plateformes spécialisées qui permettent d'acheter ou de vendre des crypto-monnaies. Voilà, ça vous permet d'interagir avec le marché crypto euh, pour le grand public. Alors, je vous ai mis les plateformes les plus connues, hein. OKX, Coinbase, Binance et Bybit. Mais alors, il y en a vraiment plein d'autres, hein. J'aurais pu vous mettre du DYDX, etc. J'ai pas voulu en mettre énormément.
Bitget aussi, c'est à laquelle je pense maintenant. Mais voilà, on appelle ça ces plateformes spécialisées pour acheter ou échanger du Bitcoin ou des crypto-monnaies, mais en général, on appelle ça un exchange. Coin. Alors, le coin, c'est le mot qu'on utilise pour désigner en fait une crypto-monnaie spécifique. Voilà, ça va être un coin, un tel coin, etc. Alors, plus techniquement, c'est des monnaies qui reposent sur la blockchain, mais encore là, on peut vite me tomber dessus en me disant qu'il y a aussi le mot token. Alors, je ferai la distinction quand j'aborderai à la deuxième partie sur la finance décentralisée, parce que quand on est un petit peu plus dans le monde du trading, en fait, on parle beaucoup plus de coin que de token. Voilà. Si on rentre un petit peu moins dans le côté technique sur ce truc-là, on vulgarise tout, on appelle ça des coins, et puis on s'arrête là, quoi. Le market cap. Alors, ce qu'on appelle le market cap, c'est la capitalisation d'un actif. Voilà, c'est la capitalisation d'un actif, c'est combien ça représente en dollars. Alors, généralement, pour voir ça, c'est très facile. Vous allez sur le site qui s'appelle CoinMarketCap. Vous allez atterrir sur une page comme ça, et vous pouvez trier par market cap. Et c'est ce qui va définir ce qu'on appelle le top X, donc le top 25, top 50, top 100 des cryptos avec le plus gros market cap. Voilà. C'est hyper important de connaître ça parce que l'évolution du market cap donne une bonne indication sur ce que les gens pensent d'un projet crypto. Et c'est généralement bon signe de savoir si c'est destiné à mourir ou si potentiellement on va pouvoir en faire quelque chose. Donc ça, voilà, c'est le market cap. Ensuite, les altcoins. Alors, dans les coins, en fait, on a plusieurs catégories qui portent chacune un nom. Je vais en présenter quelques-unes. Mais la plus connue, c'est celle qu'on appelle les altcoins. Ça désigne par extension tout ce qui n'est pas le Bitcoin. Il va y avoir le Bitcoin et le reste. Et le chef de file de ces altcoins, c'est l'Ethereum. Donc voilà, c'est pour ça que par exemple, quand on fait du trading, on regarde beaucoup le ratio ETH sur BTC qui permet d'avoir un petit peu le sentiment des gens entre le Bitcoin et les altcoins. Voilà, c'est très très important. Voilà, puis bon voilà. Stablecoin, autre coin absolument essentiel de tout l'univers crypto-monnaie, puisque en fait un stablecoin, c'est les coins qui ont pour but de mettre en place une parité avec le dollar. C'est-à-dire que quand vous avez des euros, vous les transformez en dollars, vous achetez des stablecoins, et c'est avec ces stablecoins que vous allez pouvoir faire des échanges avec différentes crypto-monnaies. Alors, tout le monde a des stablecoins, en fait, si vous voulez, dans ce milieu-là. Mais il y a pas mal de controverses dessus parce que toute la problématique de ces stablecoins vient du fait de quelle manière est-ce qu'elles arrivent à créer la parité avec le dollar. Alors, il y a pas mal de problèmes. Il y a déjà eu dans l'histoire des cryptos des stablecoins qui n'en étaient pas, qui sont complètement pété la gueule, ce qui est absolument dramatique. Hein. Et alors le plus connu c'est l'USDT. Bon, il y en a plein d'autres également. Régulièrement, il y en a qui ont un petit peu plus la cote que d'autres pour diverses raisons. Mais bon, il faut quand même faire attention parce que ce mécanisme de parité avec le dollar peut être des fois assez fallacieux. Et voilà, de manière générale, dans le monde des cryptos, faites attention à ce que vous achetez. Et quand vous gardez des coins, soyez vraiment sûr de ce que vous avez. Ensuite, alors, un mot qu'on trouve régulièrement, suivant les périodes, c'est ce qu'on appelle un shitcoin. Un shitcoin, c'est globalement un coin qui a été créé et qui n'a absolument aucun but, ni aucune valeur. Tout le monde sait très bien qu'en fait ça va partir à la cave, donc le truc va disparaître. Hein. Mais étant donné que c'est soumis à des hypes, il y a quand même moyen des fois de se faire pas mal d'argent avec. Alors, c'est surtout une question de timing en fait, honnêtement. Et il faut vraiment être déjà un petit habitué du milieu pour pouvoir se mettre sur ce genre de choses. Je ne le conseille absolument pas des débutants, mais bon, voilà, vous connaissez au moins le mot. Alors, un meme coin. Dans la catégorie des shitcoins, il y en a un particulier qui est un petit peu connu dans le monde des cryptos. C'est ce qu'on appelle les meme coins. C'est des coins tout simplement dont le nom vient d'un meme relativement connu sur la toile. Donc vous avez le Doge par exemple qui est
celui globalement à d'Elon Musk. Chaque fois qu'Elon Musk sort un nouveau truc, alors le Dodge prend des proportions absolument exceptionnelles. Vous avez le PP Coin récemment là, aux alentours du mois d'avril-mai, qui a fait des performances absolument exceptionnelles. Donc, si vous regardez cette vidéo un an après à la parution, je pense que ce fameux PP Coin avoisine à les zéros, mais voilà. Vous savez maintenant ce que c'est qu'un meme coin. Alors ensuite, scam. Scam, c'est un mot qui revient beaucoup, c'est simplement une traduction du mot anglais. Scam, c'est une arnaque. Voilà, c'est une arnaque. C'est un mot qu'il faut connaître parce que des arnaques dans le monde crypto, il y en a beaucoup. Quand vous commencez à vous écarter un petit peu des sentiers balisés, on va dire, vous avez toutes sortes de choses un peu obscures. Des mecs qui partent avec la caisse, des pontis dans tous les sens. Il y a vraiment une liste d'arnaques longue comme le bras. Enfin voilà, il faut juste connaître le mot, puisqu'il revient relativement souvent. Ensuite, les whales. Alors les whales aussi, c'est un mot qui, j'ai l'impression, est quand même relativement propre au monde des cryptos. En fait, ça désigne simplement des entités ou des personnes, des groupes, qui disposent de suffisamment d'actifs, donc de crypto-monnaies, pour pouvoir influencer significativement son prix. Alors, c'est généralement à des mecs, au moment où ils ont énormément de bitcoin, et quand ils en achètent et ils en vendent, ça fait bouger les prix. Voilà, c'est assez ça les whales. Ça peut être un petit peu comparé à ce que vous avez dans le forex avec à la smart money. Voilà, c'est vraiment ceux qui ont beaucoup d'actifs et qui vont faire bouger les cours. Voilà. Alors dans le monde des cryptos, il y a un truc assez intéressant, c'est il y a des comptes Twitter qu'on appelle les whales alert qui nous donnent en temps réel quel whales achète ou vend quoi. Donc ça peut être intéressant, il y en a qui trade avec ça, mais voilà, c'est un mot qu'il faut connaître, les whales. Pump and dump, alors ça c'est omniprésent. Un pump ou un dump, c'est un mouvement parabolique très énervé sur un actif. Voilà, c'est là par exemple, sur cette partie-là, vous avez un énorme pump et de l'autre côté, un énorme dump. Vous l'entendez à tout bout de champ en fait à ce truc-là parce que ça fait partie un peu de toute la mythologie des crypto-monnaies. C'est tout pump, à tout dump, à tout le temps. Alors le gros problème avec ce mot-là, c'est qu'en fait beaucoup de personnes l'utilisent à tort ou à raison. C'est quand vous allez avoir le cours qui bouge un tout petit peu, vous aurez toujours des mecs sur des Discord qui vont dire ah ouais ça pump. Ouais mais non c'est juste un mouvement un petit peu sec, mais c'est pas un pump, c'est pas un dump. C'est voilà, donc c'est un mot qu'il faut connaître. De toute façon vous allez vite le voir hein, dès que vous allez commencer à traîner sur Twitter ou sur des Discord absolument omniprésents. Donc voilà. To the Moon, ça fait également partie un petit peu de la mythologie crypto. C'est peut-être même l'expression la plus connue en fait, hein, on la retrouve un peu moins maintenant quand même, surtout parce que là on vient de se taper une période de bear market, de baisse des marchés assez violent. Du coup on retrouve plutôt cette expression, mais quand il y a des bull market, alors là n'importe quel gars vous dire ah ouais ça c'est to the moon, etc. En fait ça veut simplement dire que quelqu'un pense que les cours vont monter jusqu'à la lune, voilà, hein, donc il y a toute une imagerie avec on se prend en image avec les nuages derrière, etc. Bon, ça représente quand même le côté spéculatif des cryptos, mais on retrouve plus cette expression dans les bull runs. C'est dès qu'en fait on commence à avoir moins l'apparition de cette expression, c'est généralement que les gens sont un petit peu pessimistes. Bull market, alors ça j'aurais pu le mettre dans le training également, mais bon, c'est en fait à quelque chose qui existe depuis... alors c'est pas vraiment unique au crypto hein, ce truc là, hein. C'est parce qu'en fait on a deux figures dans le monde du trading qui s'affrontent, c'est la figure du taureau et la figure de l'ours. La figure du taureau, c'est le taureau qui fait monter les marchés parce qu'en fait il pousse avec ses cornes pour faire monter les cours. Et depuis il y a des dizaines d'années, en fait, on dit que quand voilà, les marchés font des hauts de plus en plus hauts, on dit que c'est les taureaux qui ont l'avantage, c'est les boules qui sont au pouvoir, etc. Ce qu'on appelle la phase de bull market. Et à contrario, là, il y a la phase de bear market. C'est les moments où les cours font des bas de plus en plus bas. Hein. Et l'imagerie qui est autour, c'est l'ours qui ramène les cours vers le bas en donnant un coup de griffe.
Bon voilà, c'est simplement un démo. Alors, le gros problème qu'on peut avoir avec ces deux mots-là, c'est que, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que, en fait, quand on est en bull market, on peut faire que gagner, on peut pas perdre d'argent, et inversement, quand on est en bear market, on peut pas gagner d'argent. Ce qui est complètement faux. Pour ceux qui sont un petit peu traders, faut pas oublier que le marché n'a pas de couleur. Euh, et voilà, donc ne vous faites pas avoir en fait par ces trucs-là. Dans le monde des cryptos, il y a des opportunités en permanence et ça désigne juste un état du marché. Voilà, c'est tout ce que c'est. Le gambling, je l'ai mis un mot, c'est pour ceux qui sont pas tellement anglophones, le gambling, c'est le fait de parier tout simplement. C'est un mot qui revient régulièrement dans l'univers des cryptos parce qu'il y en a beaucoup, et surtout ceux qui sont pas dedans, qui comparent ça à du casino en fait. Donc on retrouve beaucoup le mot ah ouais, c'est du gambling, c'est du gambling. Mais bon, voilà, c'est un mot, c'est plus une traduction de l'anglais, voilà. Buy the dip. Alors c'est un peu acheter le creux de la vague, voilà, c'est ça. C'est un peu le point non crypto du j'achète en bas et je vends en haut. Dans le crypto, on dit pas trop ça, on dit plutôt je buy the dip, voilà. J'achète en baisse quand c'est un marché qui monte, voilà. Donc voilà, c'est simplement une expression. On la trouve quand même de moins en moins, mais bon, voilà, il faut quand même le connaître. DCA. Alors DCA, ça c'est un peu plus intéressant. C'est une stratégie de trading. C'est généralement pour ceux qui n'ont pas envie de trop se casser la tête en fait avec toute cette histoire de stratégie, etc. Voilà, parce que ça peut vite devenir très compliqué. Et en fait, ils mettent en place un système qui est pas forcément bête, hein, qui a ses avantages. Et c'est d'ailleurs ce qu'on recommande à tous ceux qui débutent dans ce milieu-là, mais c'est plus pour des profils d'investisseurs quand même. Si on part du principe que les cours vont forcément monter sur le long terme, comme ce qui est le cas avec le Bitcoin, hein, dès que vous voyez une personne qui vous parle du Bitcoin, personne ne vous dit que ça va finir à la cave, ce truc-là, c'est plutôt direction les 800 000 balles plutôt que les 0 $. Hein. Et donc du coup, pour pas s'embêter avec les histoires de bear market, de bull market, etc., la strat, c'est de mettre à intervalles réguliers un montant qui vous est propre. Voilà, donc par exemple, vous pouvez décider de mettre 100 balles par mois sur le Bitcoin, voilà, tac, et puis si vous pensez que, je sais pas moi, le cours dans 5 ans, il sera absolument exceptionnellement haut, et ben dans tous les cas, peu importe le prix à laquelle vous l'aurez acheté, puisqu'au moment où il sera là, vous vous en foutrez de savoir si vous l'avez acheté à 25K ou à 30K, quoi. Donc voilà, c'est la strat des CA. Il y a pas mal de vidéos là-dessus, ça s'adresse quand même plutôt à des gens qui n'ont pas envie de passer leur temps sur les écrans à faire du trading, etc. Voilà, je vous invite à vous renseigner dessus. All-in, encore un terme qui vient du poker, ça veut simplement dire je mets tout. Voilà, je mets tout. Donc on entend plus ce terme dans la finance décentralisée quand même. Hein, c'est des mecs qui mettent vraiment des montants qui représentent une partie relativement déraisonnable de leur capital sur des projets. Et voilà. Alors c'est quand vous entendez des mecs utiliser ce genre de vocabulaire, généralement c'est pas bon signe parce que ça veut souvent dire que c'est des mecs soit qui se la racontent, soit qui n'ont pas vraiment de notion de money management, qui est quand même la base en fait d'une stratégie gagnante. Hein. Donc on aura l'occasion d'en reparler, mais bon voilà. Un wallet. Un wallet, ça désigne un portefeuille. Alors, dans le monde des cryptos, c'est pas le portefeuille en cuir que vous mettez dans votre poche. Il y a les portefeuilles crypto qu'on appelle les hot wallets, qui sont purement informatiques. Le plus connu, c'est MetaMask, qui est représenté par cette petite tête de renard. Et vous avez les cold wallets, qui sont des portefeuilles extérieurs. Le plus connu, c'est Ledger, qui est une société française. Et alors, si vous rentrez un petit peu dans ce monde-là, vous vous rendez compte que la question de la sécurité, c'est quand même quelque chose de très très important. Vous allez très vite vous rendre compte que c'est primordial d'avoir accès à un cold wallet relativement rapidement. Clé privée, clé publique, ça va de pair avec ce que j'ai dit avant. C'est dans le monde des cryptos, il y a beaucoup de notions globalement de cryptographie, préserver l'anonymat à des gens est une notion hyper importante pour beaucoup de raisons.
Et en fait, on désigne généralement les gens non pas par, je sais pas, Bernard, Laurent, etc., mais par une suite de chiffres, à de lettres, etc. Tout est crypté en permanence et il y a différents niveaux de sécurité qui sont plus ou moins symbolisés par des clés. Donc je vais pas rentrer dans le détail du tout parce que j'en ai pas du tout des compétences. Il y a des mecs qui font ça beaucoup mieux que moi. Si ça vous branche, vous pouvez aller vous renseigner dessus ou donner plus d'explications dans les commentaires. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Alors, on va commencer la partie 2, qui est la partie liée à tout ce qui est finance décentralisée. Et on va commencer d'ailleurs avec ce mot décentralisé. Pourquoi ce mot-là? C'est parce que dans l'ADN du Bitcoin, en fait, il y a vraiment cette volonté de supprimer les intermédiaires dans le système financier, pour énormément de raisons d'ailleurs, que je ne vais pas détailler ici. Mais cette notion de décentralisation, elle est vraiment au cœur de l'univers des cryptos. Et plus le temps passe, plus il y a des acteurs qui essaient de remettre en place tout ce qu'on a dans le système normal, dans le système financier créé par les crypto-monnaies, sans cette notion d'intermédiaire. C'est pour ça que on appelle ça les finances décentralisées. Ensuite, le mot token. Alors, j'avais fait la comparaison en fait entre un coin et un token dans la première partie. Dans le trading de manière générale, on utilise beaucoup plus le mot coin, tandis que dans la finance décentralisée, on s'intéresse beaucoup à l'utilité que va avoir chaque token dans un écosystème particulier. Et donc on utilise beaucoup plus ce mot et on va s'intéresser naturellement à leur utilité. Et bon là par exemple je vous ai mis le mot token de gouvernance qui sert à faire certaines choses dans certaines blockchains. Bon, à vous de vous renseigner dans tous les écosystèmes à quoi servent les différents tokens. Et puis voilà, un white paper. Alors c'est pas forcément un mot qui vient de la crypto-monnaie de base. C'est simplement un document informatif qui présente une solution à un problème spécifique. Voilà. C'est un peu traditionnel dans le monde des crypto-monnaies. À chaque fois qu'il y a une nouvelle entité qui veut faire un projet, il y a le white paper. Parce que le premier white paper, c'est celui qui parle du Bitcoin. Je vous invite à aller le voir, à aller le lire. Surtout qu'il y a des mecs qui en ont fait de très très bonnes traductions françaises. C'est parfois un peu technique, mais c'est pour la culture en fait. Lisez le white paper du Bitcoin. Voilà. Si j'y pense, je mettrai un lien en description. Hashrate. Alors, le hashrate, c'est l'unité de mesure permettant de calculer la vitesse à laquelle un bloc est miné. On va revenir un petit peu sur cette notion de minage, mais bon, le hashrate, c'est une notion importante parce que quand vous faites du trading notamment et que vous vous intéressez un petit peu à des données qu'on appelle on-chain, le hashrate, c'est quand même l'une des premières qu'on va regarder. Donc voilà, je vous le mets. Le halving, c'est un événement qui intervient sur le Bitcoin qui réduit par 2 les récompenses issues du minage d'un bloc. Par exemple, avant la première phase, vous aviez 16 bitcoins. Après le halving, vous en avez plus que 8. C'est un phénomène qui augmente la rareté du coin sur la blockchain considérée et qui augmente le prix naturellement. Je vous en parle parce que quand dans le monde du crypto trading, en fait, il y a cet événement du halving qui est très entendu parce que c'est généralement la sonnette d'alarme qui nous dit ok c'est bon, les prix vont tous augmenter de manière exceptionnelle et puis on y va quoi. Proof of work, alors ça bon, dans le monde de la crypto on le voit souvent écrit POW. C'est un mécanisme de consensus par lequel la puissance de calcul d'un ordi vérifie les transactions sur les blocs et les ajoute à la blockchain, et en récompense de ce travail là on récupère des coins ou des tokens. Bon, concrètement, qu'est-ce que c'est vous utilisez votre ordi pour résoudre des problèmes, et ceux qui arrivent, et ben en fait, on va leur dire ok, vous, les données que vous avez, on les prend pour faire un bloc, et la récompense pour avoir fait ça, c'est du Bitcoin. Voilà, concrètement, c'est ça. Un mineur, c'est celui qui va effectuer cette action et qui va être récompensé par du Bitcoin, concrètement. Voilà, donc généralement, ils s'organisent dans des fermes de minage où il y a de la puissance de calcul en quantité industrielle, et puis les mecs, voilà, les mecs qui minent du Bitcoin, voilà, et puis ils font de l'argent comme ça.
Alors, le problème de la proof of work, c'est que ça induit pas mal de problèmes en fait, qui sont en partie réglés par d'autres consensus. J'en parlerai pas que d'un seul. Bon voilà, c'est juste pour vous dire ce que c'est qu'une ferme de minage. Les holders, c'est ceux qui achètent à un moment donné un coin et qui ne le vendent plus en se disant dans tous les cas, sur le très long terme, ça monte, donc ça sert à rien que je vende, autant le garder. Voilà, dans la communauté crypto, il y a pas mal de mèmes qui tournent autour de ça, parce que c'est les mecs qui hold et qui ne vendent jamais quand on est en bear market. Les mecs, ils ont vraiment des grosses sueurs froides à chaque fois qu'il y a des grosses bougies rouges, et c'est un peu rigolo à tous les mêmes qui pop, voilà, mais bon, c'est ça, un holders. Un smart contract, c'est la deuxième plus grosse technologie après celle de la blockchain. C'est en fait le fait d'inscrire des contrats auto-exécutés dans la blockchain. Alors dit comme ça, vous pouvez pas forcément voir à quoi ça sert, mais ça a des répercussions absolument exceptionnelles. C'est toujours dans cet esprit de retirer les différents intermédiaires dans les contrats, dans la finance, etc., pour que les choses soient beaucoup plus directes. Ceux qui sont un petit peu à la base de ça, c'est Ethereum. Donc voilà. Et notamment, Ethereum, ils sont en train de changer. Ils sont en train de passer de la proof of work à la proof of stake. Et la proof of stake, c'est un autre mécanisme de consensus pour créer des nouveaux blocs. Mais la validation ne se fait plus avec du hashrate, de la puissance de calcul, de la résolution de problèmes, etc. En fait, on dit que il faut avoir un certain nombre de tokens qu'on met ensemble, qu'on appelle un nœud. En fait, ce nœud, à intervalle régulier, va être sélectionné d'une certaine manière pour écrire le nouveau bloc. C'est ce qu'on appelle la proof of stake. Le fait de réunir des tokens sur un nœud en espérant avoir un rendement, c'est ce qu'on appelle le stacking. Ça marchait vraiment pas mal à un moment. Il y avait beaucoup de sites qui permettaient de stacker tel ou tel coin avec des rendements parfois assez exceptionnels. Hein. Mais, enfin voilà, vous connaissez le mot, je vous le mets plus pour le vocabulaire. ERC20, c'est une norme c'est une structure préétablie, voilà, qui permet d'implémenter des fonctionnalités sur la blockchain Ethereum. Voilà, quand vous avez des tokens ERC20, c'est qu'ils sont compatibles avec la blockchain Ethereum. Un airdrop, c'est quoi? C'est un mot qu'on voit beaucoup aussi, c'est une manière de faire de l'argent dans le milieu des cryptos. C'est quand en fait une société qui a un projet spécifique vous dit ok, on lance notre token dans, je sais pas moi, un an. Si pendant un an vous faites certaines actions, à la fin de l'année, on vous donnera des tokens. Certains l'apparentent à de l'argent gratuit, c'est pas vraiment le cas. Mais bon, voilà. Alors maintenant, il y a inflationniste. Alors, c'est relatif à l'inflation que vous connaissez naturellement. Ce qu'on appelle une inflation, c'est une augmentation de la masse monétaire qui a pour but d'augmenter la monnaie en circulation, moins de rareté et fatalement une baisse de la valeur. Alors, avec les mécanismes de création de nouveaux blocs, forcément quand il y a des récompenses à intervalles réguliers, c'est un mécanisme inflationniste qui baisse, qui va faire en sorte de mettre une pression baissière sur le cours de l'actif. Donc en fait, la majorité des cryptos ont une certaine pression inflationniste sur elles. Et l'inverse, c'est ce qu'on appelle les mécanismes déflationnistes, voilà, qui est une baisse de la masse monétaire, moins de monnaie en circulation, plus de rareté, augmentation de la valeur. Et le halving, par exemple, c'est un processus déflationniste. On réduit le nombre de récompenses qui sont à donner à chaque fois, pour but de ralentir l'inflation. Voilà. Le burn, c'est l'action de supprimer des tokens, volontairement ou non. Comme ça va augmenter la rareté, ça va augmenter le prix. C'est un processus déflationniste. Alors maintenant, on va pouvoir entamer la troisième partie, qui est celle consacrée au trading. Et on va commencer tout de suite avec la monnaie fiat. Alors ce qu'on appelle une monnaie fiat, c'est une monnaie qui n'est pas adossée, dont la valeur n'est pas adossée à une marchandise spécifique comme l'or, le pétrole, etc. Et sa valeur intrinsèque, elle est fournie par une autorité gouvernementale, comme le dollar. Alors, dans le monde de la crypto, en fait, une monnaie fiat, c'est une monnaie qui n'est pas une crypto. Voilà, c'est simplement ça. Le spot. Alors, le spot, c'est
Le marché courant, en fait, c'est le marché où quand vous achetez un actif, vous l'achetez véritablement. Alors, pour ceux qui connaissent pas, ça peut être très très perturbant dit comme ça. En fait, il faut savoir que le marché spot s'oppose au marché des contrats. En fait, il y a une multitude de cours en fait, qui ont pour but de répliquer en fait, le cours des choses en soi, et sur lesquels en fait, on nous offre tout un tas de possibilités techniques pour faire plein de choses. C'est pour ça qu'en fait, on fait une différence entre le marché des contrats et le marché des spots. Voilà. Par exemple, avec les contrats, ça nous a permis de pouvoir faire des shorts, utiliser l'effet de levier, faire des options, etc. Mais voilà, la majorité du temps quand vous faites du trading, vous ne tradez pas sur du spot, vous tradez sur des contrats. Le FUD, alors le FUD et le FOMO, c'est deux problèmes psychologiques auxquels sont confrontés les traders. Le FUD, en fait, ça va globalement être la peur sur les marchés. En fait, hein. C'est quand vous allez vouloir soit ne pas rentrer, soit sortir trop rapidement pour le moindre truc qui pourrait vous inciter à vendre. Voilà, c'est concrètement ça le FUD. Et le FOMO, donc c'est pas propre en fait au monde du trading, hein, c'est Fear of Missing Out, c'est le sentiment de rater quelque chose. Voilà, c'est le sentiment qu'il y a quand vous voyez les bougies du Bitcoin commencer à être toutes vertes et que vous vous dites que vous êtes en train de rater quelque chose et du coup allez, bam, vous mettez le billet, sauf qu'en fait il est trop tard, vous avez raté le mouvement. C'est le FOMO qui vous fait faire ça. C'est le FOMO qui vous fait acheter en haut et vendre en bas en fait. Voilà, c'est ça. C'est l'une des grosses bêtes noires du trader, le FOMO. L'arbitrage, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un mot qu'il faut connaître, hein, c'est la différence de prix entre les différents exchanges. Pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'il y a tout à fait possibilité de dégager de l'argent en fait avec les erreurs d'arbitrage sur les différents exchanges. Donc voilà, je vais pas rentrer dans le détail parce que moi j'en fais pas, mais bon, voilà, sachez ce que c'est. Analyse fondamentale, analyse technique. Donc là, on rentre dans quelque chose d'un peu différent. Alors, je vais déjà parler de l'analyse fondamentale. Donc les deux, c'est un ensemble de critères sur lesquels vous allez vous baser pour prendre des décisions, soit sur le trading court terme, ou sur le trading long terme qui s'apparente à de l'investissement. Plus vous vous dirigez vers l'analyse fondamentale, plus vous allez faire de l'investissement, plus vous faites de l'analyse technique, plus vous allez vous concentrer sur le court terme. Les deux ne s'excluent pas. Attention. L'analyse fondamentale, ça va plus se baser en fait sur les données propres à l'entreprise. Est-ce qu'elle marche bien? Quelles sont ses perspectives de croissance? Les estimations de bénéfices, etc. Dans le monde des cryptos, ça va être est-ce que quelle est la team? Qu'est-ce qu'ils proposent? Comment ils ont déterminé les problématiques? Est-ce qu'ils peuvent y répondre? Qu'est-ce qu'ils proposent? Est-ce que ce sera bien fait? C'est quoi les timings? Voilà. Tandis que l'analyse technique, en fait, on s'en fout complètement de tout ça et on part globalement du principe que la majorité des données sont dans le cours dans tous les cas et que en fait le cours est régi par des lois pour être très rapide et que du coup, si on arrive à comprendre ce qui se passe, on peut potentiellement réussir à dégager des patterns et réussir à faire de l'argent avec ça. Donc on utilise toute une panoplie d'indicateurs, d'oscillateurs, etc. Mais le truc c'est que en fait les deux types d'analyse ne s'excluent pas. C'est si par exemple vous voulez rentrer dans tel projet parce que fondamentalement vous avez vu des choses qui vous plaisent, c'est quand même plus intéressant de rentrer sur un point technique intéressant plutôt que juste à la va-vite parce que vous avez lu 3 white papers, quoi. Voilà. Chart. Les charts. Chart tout simplement, c'est les graphiques. Hein, voilà, c'est le mot anglais. C'est ce qui vous permet d'analyser le prix d'un actif. Alors, il y a plein de logiciels, plein de sites qui permettent de voir tout ça, mais le plus connu maintenant, c'est TradingView. Alors, c'est hyper important de bien connaître son outil, parce qu'il ne faut pas que vous soyez bloqué dans votre manière de faire des analyses, parce que vous ne connaissez pas l'outil que vous utilisez. Donc, je ferai une vidéo sur TradingView pour savoir comment l'utiliser, et parce que c'est celui que j'utilise, hein, et donc je vous invite à faire de même. ATH, ATL, c'est un mot qu'on trouve souvent. ATH plutôt, pas beaucoup l'ATL. ATH c'est all time high et ATL all time low. Plus haut niveau jamais atteint, plus bas niveau jamais atteint. Tout simplement. Tendance, trendline. Bon alors une tendance.
Une tendance, c'est un marché qui, sur une période donnée, va faire des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts dans le cas d'une tendance haussière. Et dans le cas d'une tendance baissière, le cours va avoir tendance à faire des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Voilà, c'est ça. Une trendline, c'est quoi? C'est simplement le fait de dessiner une droite qui va nous permettre de mettre en lumière ce phénomène-là. Voilà, donc après, c'est pas trop important la manière dont on trace cette trendline. Hein. Généralement, elle se dessine à d'elle-même. Hein. C'est quelque chose de naturel. Il y a le fameux débat, est-ce qu'on met les mèches, est-ce qu'on met pas les mèches? Bon, on va pas aborder ça maintenant. Mais voilà, trendline tendance. Ça s'oppose à un marché en consolidation ou en range, où là pour le coup, c'est sur une période donnée, le prix va pas dépasser globalement une résistance et un support. Voilà. C'est alors, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, le marché est 70% du temps en range et 30% du temps en trendline. Donc en fait, vous pouvez pas vous dire ah oui, moi je trade que les trendlines, que les marchés en tendance, parce que d'ailleurs c'est plutôt marché en tendance plutôt que 30% en trendline. Hein. Mais vous devez apprendre à gérer les ranges. Parce que si vous ne faites pas ça, vous vous coupez de 70% du temps sur lesquels vous pourrez trader. Un indicateur, bon alors là il y aurait moyen de faire non pas une vidéo mais des playlists entières. Un indicateur, c'est simplement en fait des calculs mathématiques qui vont prendre la forme de niveaux, de lignes, de graphes, de plein de choses différentes, de formes bizarres, qui permettent de mettre en lumière certains moments que l'on peut juger opportuns ou importants sur les marchés. Alors il y en a vraiment, mais une quantité absolument industrielle, qui sont tous de plus ou moins bonne qualité. Il y en a qui sont réputés pour être bons, il y en a qui sont un petit peu légendaires, hein, ouais, le MACD, RSI, tous ces trucs-là, c'est vraiment les indicateurs basiques, les moyennes mobiles. Là par exemple, je vous ai mis un MACD, mais il y en a vraiment plein. Donc voilà. Je ferai une playlist, je pense, sur différents indicateurs pour vous dire à quoi ça sert, comment on les utilise, comment on peut les améliorer, etc. Fibonacci. Alors je vous parle de Fibonacci, pourquoi? Parce que c'est un indicateur en fait qui s'appelle retracement de Fibonacci, qui permet de, en sélectionnant un mouvement, donc c'est-à-dire en déterminant la borne hausse et la borne basse du mouvement, de découper ce mouvement en différents niveaux. Ces niveaux sont pas là pour rien, ils ont une véritable signification. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des réactions de prix sur certains niveaux. C'est un outil extrêmement utile, qui est très très populaire, et je ferai une vidéo dessus. La volatilité, ça désigne la dispersion des prix dans le temps pour un actif donné. Quand la volatilité d'un actif est élevée, il y aura des mouvements hauts qui seront forts. Si la volatilité est basse, il n'y aura pas trop de mouvements. Voilà. Alors, c'est pas parce qu'il y a une volatilité élevée qu'on est forcément en tendance. Et c'est pas parce que la volatilité est élevée que ça va monter. Voilà. Là, par exemple, je vous ai mis un exemple où il y a une augmentation de la volatilité en bas et le marché baisse. Alors, l'indicateur généralement utilisé pour symboliser la volatilité, c'est l'ATR. Voilà, très très utile. Long et short, alors ça c'est la base du trading. Un long, globalement, ça va être acheter à un moment donné, puis vendre. Et le short, c'est l'inverse, on va vendre, puis acheter. Alors, comment est-ce qu'on peut commencer par vendre quelque chose? Ça c'est grâce au contrat dont je vous ai parlé un petit peu plus haut, mais globalement, le long, c'est on parie à la hausse, et le short, on parie à la baisse. Voilà. Le spread, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Alors, il y a des manières de trader qui utilisent un petit peu ce truc-là. J'aurais peut-être je vous ferai une vidéo, je pense, là-dessus, peut-être un petit peu plus tard. Il y a beaucoup de choses intéressantes à dire là-dessus. Bon, je vais m'arrêter là, on va passer à la suite, mais il y a beaucoup de choses à dire sur les spreads. Stop loss, alors je préfère passer du temps sur le stop loss plutôt que sur le spread. Le stop loss, c'est l'outil numéro 1 de la gestion de risque, c'est fondamental. C'est quoi un stop loss? Un stop loss, c'est un seuil de déclenchement à partir duquel vous allez clôturer votre ordre. Par
clôture de votre ordre, j'entends la fermeture de votre long ou de votre short. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a un long, vous achetez ici, quand le prix passe là, vous achetez, et ensuite, au moment où ça s'est déclenché, il va y avoir la mise en place du take profit qui est en haut et du stop loss en bas. Si le prix descend et que vous avez tort et que ça passe ce niveau-là, ce seuil de déclenchement, l'ordre se clôture et vous avez perdu de l'argent. C'est absolument indispensable de connaître son fonctionnement et d'avoir des notions de money management solides avant de commencer à trader. Si vous ne le faites pas, vous allez perdre toute votre thune. Je vous le dis d'avance, on connaît le début de l'histoire, on connaît la fin. À chaque trade, son stop loss. Voilà. Liquidité alors. La liquidité, c'est une notion également qui est extrêmement importante. Il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est. C'est la facilité et la rapidité auquel un actif peut être acheté ou vendu sans la nécessité pour les intervenants de faire un compromis sur la vente, enfin sur le prix, ni sur la quantité. Bon, en gros, ça, ce que ça veut dire, c'est quand vous arrivez sur un marché pour acheter quelque chose et que vous voulez en acheter plein, et ben en fait, vous pouvez en acheter plein sans que vous ayez à vous dire, bah voilà, écoute, comme t'en achètes plein, voilà, je t'en vends 50 à 100, puis 25 à 105, et puis à 25 à 110 parce que vous en achetez plein. C'est ça en fait, la notion de liquidité. À ne pas confondre avec des puffs de liquidité, qui sont des endroits, des niveaux de prix où il y a un amoncellement de stop-loss qui sont placés. C'est une notion qui a pris enfin une importance considérable récemment avec l'augmentation en fait des personnes qui trade avec la méthode ICT. En fait, il y a beaucoup de gens qui vous parlent des push de liquidité. Moi, j'en parle en permanence en fait. Donc voilà. Vous avez qu'à écouter mes vidéos une ou deux, vous voyez, je prononce ce mot en permanence en fait, donc bon, voilà. On va passer à la suite. Un take profit, donc c'est le pendant du stop loss. C'est le pendant du stop loss, c'est l'ordre de déclenchement, mais sur votre target. C'est le moment où vous entrez ici, vous dites, je pense que le prix peut aller jusque là, et ici, je déclenche mon ordre de fermeture à la hausse. Voilà. C'est hyper important parce que les deux notions-là nous permettent de mettre en place le RR, mais avant ça, je vais parler break-even. Break-even, c'est une action. Se mettre break-even, c'est de la gestion de trade. C'est pendant que le trade il est en cours, vous avez la possibilité de modifier votre take profit et votre stop loss. Et quand en fait vous prenez votre stop loss et que vous le remontez à votre niveau d'achat, on dit que vous êtes break-even. Voilà, c'est se mettre break-even ou être break-even. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez plus perdre. Là, par exemple, vous voyez, déclenchement ici d'achat, le prix continue de monter, et là, vous dites, je prends mon stop loss, je le remonte ici, et vous vous êtes mis à break-even. Voilà, c'est ça le truc. Le RR, c'est hyper important également parce que c'est en fait un ratio qui exprime le gain potentiel par rapport à la perte potentielle. C'est-à-dire que quand vous prenez un trade, par exemple, vous entrez ici, vous mettez votre stop loss ici, et vous mettez votre target ici. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, si vous gagnez 1 par rapport à la perte potentielle qui peut être de 1. Voilà, c'est ce qu'on peut gagner par rapport à ce qu'on peut perdre. Alors, chaque trader a un petit peu son RR minimum, puisque c'est une manière de sélectionner les trades que vous allez faire parmi tous les setups que vous allez voir. Donc, il y en a 5,5, il y en a C2, il y en a C3, il y en a même C beaucoup plus. C'est en fonction de vos strats, il y a pas mal de choses à voir avant de déterminer ce nombre-là. Mais c'est très très important, c'est très très important. Correction, retracement. Alors, la correction ou retracement, c'est simplement un mouvement inverse à un mouvement plus grand. Là, par exemple, vous voyez, vous avez un mouvement haussier très haut, et un retracement ou une correction, c'est le mouvement inverse le mouvement de correction ou retracement est toujours plus faible que le mouvement sous-jacent. Et bon, voilà, là, vous pouvez voir un mouvement, un retracement. Voilà, c'est une notion omniprésente en fait, tout le monde en parle. Ah oui, il y a une correction, il y a un retracement sur ça, voilà. Voilà. Effet de levier, c'est le dernier. Alors, l'effet de levier, hyper important ce truc-là. C'est une technique financière en fait qui permet concrètement de faire des trades avec de l'argent qu'on n'a pas.
Alors, je vais pas rentrer dans les détails de la chose, mais ça permet d'augmenter les risques, mais également d'augmenter vos gains potentiels. Donc en fait, il y en a plein qui, quand ils arrivent dans le monde à des cryptos, mettent à des effets de levier absolument démentiels, du x100, des trucs comme ça. C'est vraiment pas rare de voir des mecs qui font ça. Et c'est très 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 dangereux parce que l'utilisation d'un effet de levier induit la création d'un prix de liquidation à partir duquel vous n'avez plus rien en fait. Hein. Donc l'utilisation de l'effet de levier doit se faire dans des cas spécifiques que j'aurai le temps de détailler parce que je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Euh, donc voilà. Et bah écoutez, voilà, on a enfin terminé. Donc la vidéo fait à peu près 50 minutes. Écoutez, n'hésitez pas à liker, partager, commenter si ça vous a plu. Et puis écoutez, je vous souhaite un bon trading à tous. Et puis à la prochaine.